Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais pousser une gueulante. Ma gueulante, c'est simple. Française, Français, quand est-ce que vous allez vous retirer les doigts du cul? Sous-entendant, on va commencer par l'actualité. La FNSEA et les jeunesses agriculteurs ont trouvé que Attal donnait des bonnes garanties pour ordonner la levée de tous les blocages. Sauf que, et là je suis quand même satisfait de voir qu'il y en a qui ont enfin compris, vous avez d'autres groupes syndicaux ou collectifs agricoles qui ne veulent pas lever les blocages. À Rennes, par exemple, les tracteurs sont toujours présents dans le centre-ville, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que Attal fait ce que les politiciens ont toujours fait depuis des décennies. C'est-à-dire faire du blablabla. Alors, signer une lettre de quoi? D'engagement. Sauf que la lettre, il faut bien lire entre les lignes pour savoir que il y a peut-être des engagements, mais avec des conditions de pouvoir mettre en place en réalité des usines à gaz de telle manière à ce que là où tout le monde croit que ça va être un bénéfice pour tout le monde, en réalité non. Beaucoup d'agriculteurs évidemment ne sont pas dupes que certaines promesses, on ne sait pas si ça va véritablement être mis en application parce que ce sont des promesses qui vont demander à se mettre en opposition avec l'Union européenne concernant les normes, concernant certaines règles, concernant la fiscalité. Le Mercosur, on a Macron qui s'enlise tout seul en disant oui, non, j'ai demandé à ce qu'on stoppe les négociations et blablabla, sauf que aucun média vous a dit que derrière, il n'y a que Dupont-Aignan apparemment, Dupont-Aignan et Philippot qui ont relevé que les Allemands sont en train de faire pression sur von der Leyen en disant non, tu reprends les négociations parce que nous, les Allemands, on veut utiliser le Mercosur pour vendre nos bagnoles. Donc le Mercosur, il y aura un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc les agriculteurs, attendez-vous à recevoir sur le marché français des produits qui vont venir d'Argentine, du Chili, du Pérou, du Guatemala, d'Argentine, etc. Donc encore plus de compétitivité. Une compétitivité évidemment que les agriculteurs français ne pourront pas, ou du moins les petits agriculteurs indépendants, ne pourront pas soutenir parce que eux, ils sont pris à la gorge par une fiscalité, par des normes, etc. Alors Attal a promis qu'il allait alléger, assouplir le truc, mais attendez, entre le moment où il dit les choses et le moment où c'est en application, où il y a de l'action et qu'on se rend compte que finalement c'est peanuts, parce que oui, on va supprimer la taxe, ok. Et puis une fois que le texte il est sorti, vous vous rendez compte, la taxe en effet sera supprimée, mais uniquement pour tel ou tel secteur, pour telle ou telle exploitation, des exploitations qui ont un chiffre d'affaires de temps ou qui utilisent telle ou telle règle, telle ou telle procédure conforme à l'Union européenne. Si par exemple tu fais du bio, tu n'auras pas le droit à l'allègement ou à la suppression de la taxe. Non mais, je veux dire, si vous êtes des entrepreneurs, si vous êtes des commerçants, si vous êtes des artisans, je pense que vous êtes tous confrontés à l'usine à gaz fiscale qu'est aujourd'hui la fiscalité française. Les normes, les règles, les réglementations, etc. Enfin, il y a un moment donné où c'est pour ça que ça permet de développer le marché d'experts, c'est-à-dire des gens dont c'est le boulot de vous conseiller, de vous aider à vous mettre en conformité, de vous aider à remplir vos fiches comptables, etc. Donc ça, c'est heureusement.
Mais vous avez des agriculteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se payer les services d'experts. Donc, ils sont obligés de faire tout eux-mêmes. Donc ça, par exemple, on devrait mettre en place une structure de telle manière à ce que, pour les agriculteurs en difficulté, pour les agriculteurs qui sont dans une situation économique, sociale et financière compliquée, etc., qu'on mette une gratuité d'aide pour tout ce qui est remplissage de documents fiscaux, de normes, etc. Bon, est-ce que ça fait partie des propositions? Non. Sauf que ça pose un problème là, parce que vu que la FNSEA et les jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs ont décidé, donc ordonné peut-être même, de lever les blocages, ceux qui vont rester en blocage, ben, le problème c'est que la FNSEA c'est le syndicat représentatif du corps de métier des agriculteurs et des éleveurs. Donc l'État va considérer que si ceux qui ne suivent pas l'ordre donné par leur représentation, eh bien, sont considérés comme des réfractaires, sont considérés en situation illégale. Donc, ben, on va leur envoyer les CRS, les blindés, les canons à eau pour les dégager, pour les obliger à respecter l'ordre émis par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, c'est-à-dire lever les blocages, donc c'est-à-dire circuler, il n'y a plus rien à voir, vous rentrez chez vous. On s'occupe de tout. Et puis si dans 3 mois vous vous rendez compte qu'on vous a enculé, bah de toute façon, nous on aura déjà assuré la garantie que entre maintenant et 3 mois ou 6 mois, il y aura déjà quelques centaines d'agriculteurs qui auront mis la clé sous la porte. Donc voilà ce qui Donc j'ai envie de dire que le mouvement des agriculteurs, ça a quand même soulevé un certain nombre de couvercles. Je pense que les Françaises et les Français devraient s'interroger, devraient quand même être un petit peu plus responsabilisés de ce qui est en train de se passer. La première chose qui est apparue flagrante, c'est que finalement l'État français n'est plus souverain. L'État français ne peut plus faire ce qu'il veut. Il est obligé d'aller voir l'Union européenne, il est obligé d'aller à Bruxelles, il est obligé d'aller voir von der Leyen pour dire « Excuse-moi, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, parce que là, je suis en conflit social avec mes agriculteurs. » Donc si ça ne vous démontre pas le fait que Macron est bien le liquidateur de la France et que Macron, de toute façon, lui, son ambition, c'est commencer à préparer le terrain pour son poste après 2027. Bah, son poste après 2027, c'est soit être président de la BCE, soit peut-être être nommé président de la Commission européenne, enfin de l'exécutif, si jamais la réforme des traités va à son terme. Hein, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, il va y avoir une révision des traités qui vont permettre de transformer la Commission européenne en système, en comité exécutif. Donc il sera une sorte de gouvernement européen et qui supplantera dans certains domaines la souveraineté même des États membres. Alors évidemment on vous fait preuve d'un peu de démocratie en vous disant oui mais le Parlement européen aura en effet son mot à dire, ça sera comme une démocratie, le comité exécutif ne pourra pas faire voter des lois sans passer par le Parlement, blablabla. Oui, ben, si ça fait comme en France où quand on a un texte qui permet de passer au-dessus du Parlement, comme le 49.3, à quoi sert le Parlement? Bah rien. Donc ça, je veux dire, c'est la démonstration que ce qu'on vous dit depuis longtemps, que de toute façon, aujourd'hui, des mecs comme Macron, c'est des liquidateurs qui vont dépecer le pays et le vendre par petits bouts à l'Union européenne. Bah demain, vous étonnez pas si vous perdez votre boulot parce que l'Union européenne a libéralisé le marché dans lequel vous êtes un professionnel, mais qui a décidé que désormais les entreprises avaient la liberté de vous remplacer par des machines. Sans parler évidemment du lobbying.
du lobbying qu'il y a au Parlement européen. Je rappelle que normalement, il y a, je crois, 24 ou 48 sièges qui sont réservés au lobby. Moi, j'appelle ça des lobbies. Eux, ils appellent ça des conseillers techniques. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer les choses au mieux dans beaucoup de secteurs, vous avez des techniciens pour conseiller les parlementaires sur tel ou tel domaine lorsque on décide de vouloir faire des décrets ou des lois, etc. Sauf que quasiment tous ces conseillers, quasiment tous ces experts sont payés par des lobbies. Par exemple, ceux qui font du conseil technique sur la santé publique et plus particulièrement la pharmacologie, sont des gens qui sont payés par Big Pharma. Je veux dire, si Pfizer a réussi à signer son super contrat avec von der Leyen, c'est parce que au Parlement européen, vous avez des lobbies, c'est-à-dire des experts qui ont été payés par Pfizer pour mettre Pfizer en première ligne. Souvenez-vous, la petite guerre entre Pfizer, Moderna, BioNTech, etc. Et que lorsque vous avez des députés qui commencent à vouloir avoir leur droit à la transparence sur les contrats, ça fait tout un pataquès parce que vous comprenez, les contrats sont soumis à un secret d'affaires. Oui, mais non. Normalement, nous sommes les représentants de l'Union des peuples européens, donc on a un droit de visu sur ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez des gens au sein de l'Union européenne, en fait, qui font ce qu'ils veulent. Et que derrière, on fait fonctionner une pseudo-démocratie parlementaire européenne, mais qui en réalité, même quand elle commence par le biais de commissions, de toute façon, je veux dire, la commission parlementaire sur le contrat Pfizer a été une très belle démonstration que de toute façon, von der Leyen, c'est « cause toujours, tu m'intéresses. Je t'emmerde. J'ai un devoir. Non, je fais ce que je veux. Je protège les intérêts de mes copains. » Et c'est ça que l'on vous dit qu'il faut protéger, qu'on n'a pas le droit de sortir, etc. Parce que oui, là, il y a des agriculteurs qui sont passés sur les plateaux télé et qui ont oh mon Dieu, ils ont fait le crime de lèse-majesté de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Alors là, tout de suite, vous avez les gardiens médiatiques. Ils disent non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais non, mais de toute façon, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. C'est pas possible. Donc arrêtez avec ça. Sinon, c'est complotiste, etc. On sent que alors, dans l'état actuel, je ne sais pas combien il y a de blocages qui sont restés, est-ce que des agriculteurs ont décidé de continuer le mouvement, etc. C'est assez fou, c'est assez vague. J'ai beau regarder sur les réseaux sociaux, alors oui, localement, il y a des agriculteurs qui décident de vouloir continuer le mouvement, mais voilà, le problème c'est qu'ils sont un petit peu dispersés maintenant. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de coopération entre les différents mouvements. Et il se pourrait bien que tôt ou tard, la gendarmerie, les CRS, on va chercher le nom, fassent en sorte de taper dans le tas, pour dégager tous ces troubles faits, puisque officiellement ils deviennent des troubles faits, puisque l'organisation qui les représente a ordonné le levage des blocages. Donc, alors, pareil, là vous avez l'affaire de l'eau. Les industriels de l'eau, et plus particulièrement Nestlé, ont utilisé des filtrages et des traitements interdits pour ne pas avoir de pertes sur une eau contaminée. Pire,
c'est que pour justement couvrir le problème, des gens au niveau des institutions ont fait en sorte d'alléger les réglementations pour pas que ça se voie. Alors, Françaises, Français, je vous pose la question, est-ce que vous attendez qu'il y ait un crime sanitaire couvert par le gouvernement pour vous faire comprendre qu'il va falloir que vous ressaisissiez votre souveraineté? Parce que c'est ce qui va arriver. Un jour, il va y avoir un scandale de gens qui vont mourir parce qu'ils vont être contaminés par un produit et qu'on va se rendre compte que le produit est celui d'un gros industriel qui a ses lobbies au sein des institutions et qui a fait un lobbying pour alléger ou supprimer ou réformer un certain nombre de textes de loi ou de normes pour essayer de les empêcher de devoir répondre de leurs responsabilités sur le fait qu'ils ont contaminé des produits ou qu'ils ont émis des produits contaminés et qui ont été à l'origine de la mort de certaines personnes. Vous savez, le lobbying des empires financiers, c'est pas une légende. Je vais vous rappeler la petite anecdote, la petite histoire qui s'est passée dans le Michigan, dans la petite ville de Flint, qui est la ville natale de Michael Moore. Il y a eu ce scandale où des tas d'Américains ont été contaminés, sont tombés malades à cause d'une eau impropre. Après enquête, on s'est rendu compte que l'eau du robinet, en fait, était impropre. Pourquoi ? Parce que l'usine de traitement, pour faire du bénéf, on réduit la fréquence de changement d'un certain nombre de filtres lors du retraitement des eaux usées. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'évidemment, oui, il y a eu procès, sauf qu'il y a eu une négociation. Donc l'entreprise qui était en charge de la responsabilité de l'unité de filtrage de l'eau a été condamnée à quelques millions de dollars d'amende, etc. Mais là où c'est pire, et c'est là qui est formidable, parce que c'est là que tu te rends compte que t'as beau avoir des gens pour lutter contre la discrimination, pour la diversité, etc. Quasiment tous les Américains qui ont été contaminés, c'est tout un quartier d'Afro-Américains. Comment vous m'expliquez que c'est tout un quartier de pauvres d'Afro-Américains qui ont été contaminés et pas les autres quartiers ? Mais voilà, après, il y a eu des petits arrangements, etc. On a dit, bon, les victimes, on va leur filer $1 million, et puis voilà, et puis on achète leur silence, finalement. Et bien, en France, c'est en train de devenir ça. C'est-à-dire que, mais c'est même pire, en France, les industriels, les lobbies, les grandes entreprises, les grands consortiums, sont prêts à payer des amendes directement à l'État, mais quasiment pas aux victimes. Les victimes, elles seront peut-être dédommagées sur des fonds publics. D'ailleurs, ça existe déjà. Au niveau de l'État, vous avez des fonds publics pour dédommagement sur un certain nombre de problèmes, etc. C'est même pas les entreprises privées, lorsqu'elles sont incriminées, qui payent les dédommagements. Vous avez cette ministre de l'Éducation, elle est toujours là. Elle s'enfonce. Elle est toujours autant mauvaise, mais non. Pas de démission, elle est toujours là. Et puis, pour votre information, nous avons le président de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se plaint parce que l'Internet fait de la désinformation sur le traité qu'il est en cours de faire signer par un certain nombre d'États.
Parce que sur Internet, des gens ont décortiqué le traité pour démontrer que l'OMS, si jamais il y a une nouvelle pandémie, c'est-à-dire que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui peut déclarer, dès qu'il y a une petite grippette qui se déclare quelque part, qui peut très bien du jour au lendemain décréter que c'est une pandémie. D'accord ? Donc elle a cette autorité, sous l'égide de l'ONU. Donc il suffit qu'elle décrète une pandémie, et tac, son traité se met en route et lui donne le pouvoir, l'hégémonie sur les souverainetés des États. C'est-à-dire que c'est l'OMS qui donnera ses ordres aux pays qui devront exécuter les ordres de l'OMS. C'est-à-dire que ce n'est même pas les pays qui mettront en responsabilité leurs propres organismes de santé pour affronter la crise. Les organismes de santé seront quasiment mis sous tutelle de l'OMS. Et après, je vous laisse imaginer, si demain, ils vous refont la pandémie, et puis demain, ça y est, on a un vaccin, allez, l'OMS ordonne la vaccination de tous les citoyens, là, il n'y aura pas de « oui, mais j'ai mon droit ». Non, tu n'as pas le droit, l'OMS a autorité. Maintenant, il y a des lois qui disent que si jamais tu refuses le vaccin, on va te mettre en quarantaine, on va t'enfermer, voire même dans certains pays, on va te passer devant le tribunal pour hérésie. Et donc le président de l'OMS est en train de pleurer parce que des gens osent montrer ça, osent décortiquer le traité pour montrer à ceux qui veulent bien que ce traité de l'OMS est une forme de dictature. Mais ça, évidemment, c'est pas quelque chose que vous voyez sur TF1, sur LCI, sur CNews, sur BFM, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus ? Israël. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Alors, ce qui est formidable, c'est que le narratif anti-russe continue avec la guerre en Ukraine. Nous avons l'Union européenne qui a réussi à vous trouver 30 milliards pour soutenir l'Ukraine. Bon, les 30 milliards, on ne sait pas d'où ils viennent. Peut-être que, je ne sais pas... Donc c'est vous qui allez payer, de toute façon. Mais en revanche, Israël continue son génocide. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de moins en moins la Palestine en ce moment. On voit de moins en moins la bande de Gaza dans les médias. Certains médias même ont quasiment fait disparaître Gaza. Alors que le massacre continue. Alors aux États-Unis, par contre, oui, comme je vous l'avais dit, là les démocrates sont un petit peu dans la merde. Ils sont tellement dans la merde qu'ils ont même été jusqu'à demander à Taylor Swift, la grande chanteuse actuellement qui fait polémique parce que il se trouve que son petit copain est un des joueurs de l'équipe qui va jouer le Super Bowl fin février, et que la grande question aux États-Unis, la grande information que tous les médias s'interrogent, est-ce que Taylor Swift sera dans le stade alors qu'elle a un concert, je crois, à Tokyo ou à Shanghai, je ne sais plus, le même jour. Voilà ce qui préoccupe aujourd'hui les médias américains. En dehors d'autres informations que d'autres médias, évidemment, ont quand même l'intelligence de parler, comme par exemple, nous apprenons que la procureure de Géorgie, celle qui a porté plainte contre Donald Trump pour interventionnisme ou fraude lors de l'élection de 2020, l'élection présidentielle de 2020, la pauvre, alors ça c'est pareil, c'est très très symbolique aux États-Unis. C'est quand vous avez des gens qui sortent un petit peu dans la lumière parce qu'ils sont un petit peu les bons samaritains, de vouloir s'attaquer à des gens, de rentrer en croisade. Le problème, c'est que c'est des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont quand même quelques casseroles qui traînent derrière eux et que fatalement, il y a des gens qui vont s'en servir. Et elle, voilà, encore une fois, boum. La nénette, apparemment, elle a fait jouer de ses relations pour mettre en place son petit ami, enfin son ex-petit ami, etc. Enfin voilà,
il y a des casseroles qui sont en train de ressortir, de remonter concernant cette procureure. Il y a une commission qui a demandé à ce qu'elle mette à disposition de la commission des documents, sauf qu'elle a refusé. Enfin bon, vous voyez le tableau, quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des gens qui se masturbent parce que Donald Trump a des procès au cul, mais les procès sont menés par des gens, soit qui sont des grands gamins, soit qui n'ont pas fait attention, soit qui ont des dossiers complètement vides, soit qui sont partis qui ont mis la charrue avant les bœufs, etc., et qui maintenant sont la queue entre les jambes parce que leurs dossiers sont pas solides. Ah oui, Donald Trump a été condamné sur la plainte de la nénette, là, etc. Sauf que, pareil, quand on gratte, quand on regarde un petit peu de près, on se rend compte que la nénette... Ah, mais attention, faut rien dire. Parce que si je dis quelque chose, on va dire que oui, vous remettez en question l'intégrité de la voix de la femme qui a subi du harcèlement, qui a été violée, c'est la parole des femmes que vous remettez en question, etc. Mais bien sûr que j'ai le droit de remettre en cause une parole quand celle-ci est utilisée à des fins mercantiles. Attendez, je vous ai déjà expliqué le truc, hein, je vais pas revenir dessus. Donc, voilà, petit aparté concernant Donald Trump en ce moment, mais ça ne va pas l'empêcher de toute façon certainement à gagner les prochaines séries des primaires. Et qui va encore plus rager les anti-trumpistes, etc. En France, alors là, vous allez avoir les JO. Moi, je suis impatient de voir comment ça va se passer, les JO. Mais je pense qu'ils vont tellement sécuriser les zones des Jeux Olympiques que ça va être à la fois une démonstration de force contre toute contestation, mais en plus de ça, tout d'un coup, on va se réveiller avec une répression digne de la Gestapo, digne des nazis à la fin des années 30 en Allemagne. C'est-à-dire le moindre réfractaire, le moindre contestataire, arrêté, tribunal, prison. Ah mais ils sont en train de mettre en place les législations pour ça. Si tu pénètres dans la zone des Jeux Olympiques pour faire un trouble, eh bien tu vas finir 6 mois en prison, 3 mois en prison. L'exemple. Faire l'exemple et installer la terreur. C'est-à-dire vous faire réfléchir, en effet, vous faire peur. Vous faire peur de, à un moment donné, d'aller dans la rue pour contester, pour protester contre tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est injuste, contre l'hégémonie d'une caste qui s'est octroyée des tas de leviers, même sur les libertés individuelles. La liberté de penser, la liberté d'expression. Dites-vous bien que les outils, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et je vous le redis là maintenant, les outils sont en train de se mettre en place pour vous enfermer. Vous vous enfermez dans une matrice. Et si vous osez remettre en question la matrice, si vous osez sortir de la matrice, eh bien, vous allez avoir une mécanique qui va se mettre en route pour vous assassiner. Vous assassiner économiquement, socialement, psychologiquement, de telle manière à ce que de toute façon, vous finirez soit par vous suicider ou soit intégrer la proportion de Français qui vivent dans la précarité, qui vivent dans la rue.
Ou sinon, quitter la France. Hein. Mais là, pareil, quitter la France, il faut en avoir les moyens. Il faut en avoir les moyens, l'ambition. Donc voilà, là je viens de refaire un petit peu un résumé de pas mal de choses qui sont des signes avant-coureurs de ce qu'on vous explique, je ne suis pas le seul, depuis des années. Pendant des années, on vous a averti, on vous a prévenu, attention, ça va vous tomber sur le coin de la cafetière. Et bien là, c'est en train de vous tomber sur le coin de la cafetière. Donc maintenant, en effet, j'ai à peine, même pas 400 abonnés, mes vidéos pour certaines font même pas 100 vues. Donc ça se trouve, là je suis en train de prêcher dans le vide. Mais au moins j'aurai la vertu d'avoir été clair, net et précis pour vous dire à vous, Françaises et Français, quand est-ce que vous allez vous bouger ? Quand est-ce que vous allez vous retirer les doigts du cul ?